Bonjour, bonsoir à tous, dépendamment où vous nous suivez, et bienvenue à cette petite rubrique. Je suis James Kier. Notre invité est un journaliste haïtien qui travaille pour la chaîne d'information internationale en continu 24 heures sur 24, France 24, ou la CNN à la française, qui est retransmise en Europe, au Proche-Orient, en Afrique et aux États-Unis en français et en anglais via satellite. Philomé Robert, merci d'être avec nous. Bonjour James, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Manifestation contre la loi de travail à Paris. Des milliers de jeunes gagnent les rues pour faire entendre leur voix. Des jets de peinture ont eu lieu sur la façade. Un policier étant blessé par un jet de projectile. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les policiers pour empêcher une intrusion à la mairie. Avons-nous appris? Vous avez des détails? En fait, ce qui s'est passé, c'est le quotidien, on va dire, des policiers en France dans le cadre de ces manifestations. Elles sont récurrentes depuis que ce projet de loi, depuis que cet avant-projet de loi El Khomri est dans les tuyaux. C'est une loi qui soulève pas mal de mécontentement, et de la part des syndicats et de la part des organisations d'étudiants de lycéens et de la part, malgré les modifications qui ont été apportées, et du patronat. Donc, cette loi soulève pas mal de mécontentement, ne fait que des malheureux, entre guillemets. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la conséquence de ce mécontentement. Des manifestations de ce type, il y en a à peu près tout le temps, sur tous les sujets quasiment. Et ce n'est pas quelque chose de fondamental. On va dire que ça participe du quotidien des policiers, quoi, tout simplement. Ce n'est pas bien grave, est-on tenté de dire. Ah, voilà. Maintenant, parlons d'Haïti. Vous suivez de près l'actualité politique haïtienne. C'est quoi votre lecture comme journaliste et surtout haïtien? Ma lecture en tant que journaliste haïtien de ce qu'il est en train de se passer en Haïti, c'est que nous, voilà, 30 ans après la chute de Duvalier, ramenés à l'état bourbier, quoi, en quelque sorte. Un parlement illégitime qui se prévaut de légitimité et qui accouche d'un président de la République tout aussi légitime que ceux qui l'ont nommé. Et personnellement, je suis très, très triste et j'ai assez honte. Je suis triste parce que ce n'est pas ce que j'aurais espéré. J'ai honte parce que quand on parle aux amis étrangers et quand ils vous posent des questions sur ce qui va chez vous, ce qui ne va pas, on est obligé de dire que, tout bien réfléchi, rien ne va. Et ça, c'est quand même un peu scandaleux, c'est un peu choquant. Et même si je dois ajouter qu'au niveau des sociétés civiles, de la société civile haïtienne, il y a un mouvement vers l'avant, mais qui n'est pas accompagné évidemment par la politique. Il faut dire comme moi, vous avez travaillé à Radiovision 2000 en Haïti. Vous avez aussi été agressé en mars 2001 par des partisans de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. À la suite des menaces répétées, vous avez dû fuir le pays. Parlez-moi un peu de votre vie professionnelle à France 24. À France 24, je suis présentateur des éditions d'information du week-end. Donc, je présente les journaux du vendredi, du samedi et du dimanche matin. Mes éditions d'information commencent à partir de 6 heures ou 7 heures du matin de Paris et 5 heures ou 6 heures de moins pour la Floride. Et donc, le vendredi, ce sont des magazines d'une heure où je présente l'actualité internationale et les rubriques d'économie, de sport et autres magazines qui sont animés par des chroniqueurs. C'est l'actualité internationale en continu. Le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est le même principe des journaux à 6h, 7h, 8h, 9h ou 10h du matin, mais sans chroniqueurs et sans rubrique. En gros, je brasse l'actualité internationale telle qu'elle se présente, telle que nous la vivons au quotidien. Et c'est un travail qui est assez physique parce que je commence très très tôt, je commence à 4 heures du matin ou 3 heures du matin, ce qui veut dire se réveiller au beau milieu de la nuit, être en forme
pour intellectuellement rester au point, rester branché et connecté. Mais bon, je suis journaliste et il faut dire que j'étais formé à la bonne école, puisque en Haïti, c'est aussi ce que je faisais. Je faisais les matinales. Donc, à Vision 2000, Infovision, le journal du matin, c'était à 6h30, avec les titres à 6h10. Et moi, j'étais à la radio déjà à 5h30 ou 5h40. Voilà, donc c'est ça mon travail. Et donc, les journaux, plus en cas de breaking news, on reste branché tout le temps et on en parle à l'antenne tant que l'événement n'arrive pas à son terme. Et parfois, on est obligé de quitter l'antenne pour passer la main à une autre équipe parce que l'événement se poursuit. Tout à fait, vous êtes un habitué. Exil au crépuscule, racontez-moi un peu de ce livre. Exil au crépuscule, c'est le livre que j'ai décidé d'écrire après avoir été forcé de quitter Haïti. Et en décembre 2001, suite aux attaques que nous avions subies, moi personnellement, mais aussi les autres journalistes, dans le cadre d'une journée noire, c'était le 17 décembre 2001. En résumé, je suis parti travailler un matin, c'était le 17 décembre, et c'était un lundi, et je ne suis jamais rentré chez moi. Parce qu'entre-temps, j'ai été agressé et j'ai pris refuge dans une ambassade étrangère, l'ambassade de France en l'occurrence, et le sort a voulu que je me retrouve non pas aux États-Unis, qui était une destination naturelle, mais vers la France. Donc, je me suis retrouvé enfermé dans cette ambassade pendant une dizaine de jours avec d'autres confrères, Gary Bélizer, Carlos Aristide, Fares Duvernay de Regretter Mémoire et Abel Descollines qui est aujourd'hui devenu député et pas mal d'autres confrères. On s'est retrouvés enfermés malgré nous et pendant une dizaine de jours. Yves Clozel-Alexis, on s'est retrouvés là et parce que ce 17 décembre 2001 avait sonné en quelque sorte le glas de la presse indépendante haïtienne. Et il se trouve qu'il y avait un pouvoir à l'époque qui avait le plus grand mal, la plus grande difficulté à accepter la différence. Et que faisions-nous en quelque sorte nous racontions le quotidien du citoyen ordinaire, nous faisions état d'un processus politique boiteux, nous racontions le devenir d'un processus électoral, celui qui avait abouti au 21 mai 2000 et au 28 novembre 2000, qui était un processus absolument antidémocratique puisque entaché d'irrégularités, de fraude massive, c'est ce que nous faisions. Jamais je ne me suis considéré comme un journaliste d'opposition, je n'avais aucune attache avec l'opposition haïtienne de l'époque. Et l'espace de concertation, le groupe de convergence démocratique, en fait, c'est des histoires que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas. C'est ce que je faisais, c'est ce que nous faisions en toute indépendance. Et ça, le pouvoir de l'époque ne l'a absolument pas toléré. Ça a failli nous coûter la vie. Donc, Exil au crépuscule, c'est ce livre que j'ai écrit pour raconter cette histoire, raconter ce départ précipité, catastrophique, cataclysmique, même parce que tu peux travailler, tu ne rentres pas chez toi et tu te retrouves à l'étranger à t'inventer une nouvelle vie. Philomé Robert, et si on parle technologie, son utilisation à l'échelle internationale et Haïti, pensez-vous qu'à ce niveau, Haïti a franchi un pas vers l'avant durant, disons, les 10 dernières années? Il est un fait qu'il y a un fossé sur le plan technologique en Haïti qui a été rempli. Mais il l'a été non pas par le fait de politique publique, il l'a été tout simplement parce que, de mon point de vue, la nature ayant horreur du vide, des choses se sont imposées d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, quand des logiciels de traitement de voix, par exemple, ont commencé à s'installer en Haïti, à faire leur apparition, les opérateurs de téléphonie ont tout fait pour que, et font encore tout, pour pas que les utilisateurs y aient accès parce qu'il faut que leur petit business de carte de téléphone puisse continuer. Il n'empêche, on n'arrête pas le progrès. Les Haïtiens ont continué à avoir accès aux nouvelles technologies d'information et de la communication, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est connecté avec le reste du monde. On n'est plus au temps de la téléco d'il y a un siècle, d'il y a 30 ans, où il fallait attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour avoir une ligne de téléphonie fixe chez soi. Donc, aujourd'hui, ce fossé technologique est rempli, tout au moins pour les grandes villes.
ou même dans une certaine mesure pour les zones reculées. Ce que je note cependant, c'est que ce développement technologique, ce développement de la modernité sur le plan technologique ne s'accompagne pas d'un développement sur le plan de la modernité de la pensée. C'est autre chose. Ce qui veut dire qu'on a beau avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut beau tweeter, on peut beau LinkedIner, on peut beau Facebooker, on peut beau imoer, enfin, les logiciels ne manquent pas. Nous restons par bien des côtés un pays profondément arriéré. Et ça, quelque part, c'est regrettable et c'est assez choquant. C'est un travail qu'il va peut-être falloir faire en sorte que cette modernité sur le plan technologique s'accompagne d'une modernité sur le plan de la pensée, sur le plan de la politique. Mais ça, c'est un chantier pour au moins 25 ans. Ah. Philomé Robert, un modèle à nous, un modèle pour plein d'Haïtiens. Merci infiniment de nous rejoindre. Merci, James, de m'avoir invité. C'est un plaisir d'avoir accepté de répondre à vos questions et justement de participer à la technologie parce que c'est comme si nous étions côte à côte alors que nous sommes à des milliers de kilomètres de distance. Tout à fait. Il faut dire que vous êtes en France puis moi aux États-Unis. Absolument. Voilà. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette rubrique. Au revoir.